Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là et désolé de briser le monolinguisme de l'autre, je m'adresserai en quelques phrases en français. D'abord pour vous remercier toutes et tous, vous donner également la règle du jeu. Nous allons entendre les deux premières communications, puis nous les discuterons et après une pause, nous referons la même chose. Martin Sarr est professeur de philosophie sociale à l'université Goethe de Francfort-sur-le-Main depuis 2017, après avoir étudié et enseigné à Berlin, à Leipzig, où il fut professeur de théorie politique, et à la Goethe de Francfort. Il a notamment travaillé sur Spinoza, sur Nietzsche, sur Marx, Foucault, au regard de la philosophie sociale et politique contemporaine, notamment lorsqu'elle est saisie par le tournant ontologique. Son dernier livre a été publié en 2025 chez Suhrkamp, Was ist Sozialphilosophie, éditeur chez qui il avait également publié en 2013 Die Immanenz der Macht sur Spinoza. Ses recherches actuelles portent sur la relation entre la démocratie et le pouvoir social et politique, la démocratie et les affects, la démocratie et la vie, et nous sommes très heureux de l'entendre ce matin pour sa conférence Foucault and Critical Theory, Limits, Conditions and Liberations. Je te remercie, Didier, de m'avoir invité, ainsi que toute l'équipe du Collège de France pour son accueil. C'est pour moi un très grand honneur de m'exprimer en ce lieu si chargé de sens pour toutes nous. Mais c'est aussi, à bien des égards, une exigence redoutable. Moi, j'ai découvert l'œuvre de Michel Foucault à l'âge de 20 ans, en 1991, à Heidelberg, où je travaillais à l'hôpital universitaire dans le cadre de mon service civil. Depuis lors, je n'ai jamais cessé de le lire. Merci. Alors, en anglais. My title is, or was, Le titre de mon intervention était « Limites, conditions et libération, Foucault et la théorie critique ». Mais en relisant cela hier, j'ai envie de modifier mon titre et de dire « Conditions ». Il serait présomptueux, il serait un peu idiot de vous proposer, à vous ici à Paris, une lecture de l'œuvre et de l'héritage de Michel Foucault. Son œuvre a sans aucun doute marqué les sciences humaines et sociales au cours des 50 dernières années, plus que celle de tout autre penseur. Nous savons, ou plutôt vous savez, vous connaissez très bien Foucault, et nous savons que Foucault l'avait prédit en plaisantant. Il disait que ce qu'il avait à amener sur la table en tant qu'historien des systèmes de pensée et théorie inclassable était son projet intellectuel en tant que philosophe. Comme moi, qui vis en dehors de Paris, j'ai découvert Foucault à travers sa voix écrite et transcrite, enregistrée ici. C'est la source littérale, c'est l'origine, vous l'avez. Mais ce que nous pouvons offrir en tant que lecteurs et étrangers, ce sont des épisodes de son impact sur d'autres contextes, d'autres lieux intellectuels, des éléments de sa Wirkungsgeschichte, pour reprendre un terme de Gadamer, littéralement l'histoire de réception, que l'on traduit souvent en français par l'histoire de l'efficience et en anglais History of Effects. Et la Wirkung, en effet, l'effet, l'impact, la réception, dépend du contexte, de la localité et des conditions historiques spécifiques. Dans une première partie, je vais traiter de la condition allemande. Je vais essayer de contribuer à notre conversation à ce niveau-là. Un contexte important pour moi, en ce moment précis, où l'on réfléchit à l'héritage de Foucault et à sa pertinence aujourd'hui, est très spécifique et a beaucoup à voir avec une culture universitaire très spéciale et sans surprise avec le contexte allemand. Le 14 mars de cette année, le philosophe et sociologue Jürgen Habermas est décédé à l'âge de 96 ans.
Il était né en 1929 et il était un contemporain de Michel Foucault. Bien qu'il n'ait pas évolué dans le même espace intellectuel et culturel, ils occupaient des mondes étroitement liés, à savoir le monde universitaire d'après-guerre en Europe occidentale et ses institutions. Tous deux ont été fortement influencés par la philosophie allemande classique, de Kant, de Hegel, et par le marxisme. Tous deux étaient fascinés par les nouvelles sciences sociales de leur époque, l'anthropologie, la sociologie et l'histoire, dans ses formes les plus progressistes, et tous deux étaient insatisfaits, voire désabusés, par les approches traditionnelles des préoccupations centrales des sciences humaines. En conséquence, tous deux sont devenus des innovateurs méthodologiques, voire des iconoclastes. Leur vie et leur carrière ont été profondément façonnées de différentes manières par la césure culturelle que nous avons l'habitude d'appeler mai 68 et par les mouvements sociaux et politiques associés à la Nouvelle Gauche. Tous deux sont également devenus, sans doute, les philosophes les plus influents de leur culture nationale respective. Et bien entendu, tous les deux sont devenus des intellectuels de renommée mondiale. Pour les philosophes allemands de ma génération, ainsi que pour ceux qui l'ont précédé et qui l'ont suivi, Habermas, qui a survécu à Foucault, son contemporain, de plus de 40 ans, Habermas est resté un point de référence constant, tant pour ses adeptes que pour ses détracteurs. Il a également servi de pont vers la culture universitaire des années 70 et 80, c'est-à-dire vers l'espace des débats théoriques, des conflits et des passions intellectuelles que lui et Foucault partageaient. De plus, la réception allemande de Foucault en tant que philosophe théoricien et intellectuel critique a été façonnée dans une large mesure par la position de Habermas. Plus précisément encore, la lecture hautement critique que Habermas a faite de Foucault et ses attaques polémiques à son encontre au début des années 80, dans le contexte du débat sur la modernité et la post-modernité, ont eu un effet paradoxal. D'une part, elles ont profondément façonné la réception allemande de Foucault et dans une large mesure défini les termes dans lesquels elle s'est déroulée. Et d'autre part, cette critique exprimée de manière particulièrement marquante dans le discours philosophique de la modernité, publié un an après la mort de Foucault, a attiré toute une génération de lecteurs vers Foucault et les a incités à le lire avec une intensité particulière. Donc on peut soutenir que cela a produit une génération d'admirateurs et de défenseurs qui sans doute n'auraient sans doute pas émergé. En ce sens, de nombreux lecteurs allemands de Foucault, à partir des années 80, l'ont découvert dans le sillage de Habermas, sur les traces ou du moins dans un espace intellectuel marqué par sa présence. J'aborde maintenant ma deuxième partie intitulée Habermas à Paris. Cette orientation habermasienne de l'espace dans lequel s'est déroulée la réception allemande de Foucault constitue une caractéristique très particulière de cette réception. De plus, elle a pris naissance ici même, dans cette institution, dans la salle B du Collège de France, qui existe sans doute encore. J'espère en tout cas que cette salle continue à expliquer. C'était peut-être l'ancienne nomenclature avant la rénovation des bâtiments dans les années 90. Et à l'invitation de Paul Venn, professeur ici à l'époque, Habermas a donné une série de conférences sur les théories de la modernité. Un thème qui a également constitué les bases de ses cours magistraux à Francfort au cours de l'été 83 et de l'hiver 83-84. L'ouvrage issu de ces cours a été publié en 85 et à notre connaissance, Habermas a présenté des ébauches correspondant aux 4 premiers chapitres du livre qui est suivi et qui ne sont pas explicitement consacrés à Foucault, qui était encore en vie à l'époque. Néanmoins, il a présenté déjà l'argument central de l'ouvrage et lancé une attaque polémique contre ce qu'il qualifiait le retour de la pensée anti-lumière. Il situait cette évolution dans l'histoire plus longue de la philosophie allemande, post-lumière, identifiant Nietzsche et, dans une moindre mesure, Heidegger, comme des figures anti-lumière dangereuses qui remettait en cause les acquis des Lumières et en contestait la valeur. Les deux philosophes étaient également associés de manière assez indirecte, selon Habermas, à l'attrait que le fasciste a eu
sur les Allemands. On sait que Habermas a travaillé sur différents textes. Tout ceci a été un débat transnational connecté à la condition postmoderne, l'ouvrage qui a eu beaucoup d'influence, mais également sur l'ouvrage de Lyotard, très influent. Et ça a également eu un effet sur le développement de la théorie américaine. En fait, Habermas dit que la fin de la modernité frise dangereusement le déni des valeurs intrinsèques de la modernité elle-même, et c'est un engagement en faveur de l'égalité sociale, politique et de l'autonomie de l'individu. On sait que son point de vue anti-moderne reste assez large. Pour autant, les débats autour de Nietzsche pointent déjà dans une direction qui aurait été aisément comprise à Paris. Après tout, le Nietzsche français, ou plutôt toute une passion nietzschéenne, avait captivé plusieurs générations d'intellectuels français, depuis Bataille, Kossowski et les surréalistes, conduisant à d'importants engagements philosophiques de la part de Blanchot, Deleuze et de bien d'autres. De plus, il était évident pour quiconque à l'époque qui connaissait la scène intellectuelle française contemporaine que l'une des figures de proue de ce mouvement était Michel Foucault lui-même, qui donnait des cours sur Nietzsche depuis le début de sa carrière. Et d'ailleurs, Foucault n'a pas suivi les leçons d'Habermas. It remains somewhat unclear why, for Habermas at the time, the transition from Hegel to Nietzsche and to Lebensphilosophie, il reste peu clair de savoir comment la transition de Hegel à Nietzsche, puis la Lebensphilosophie, les formes réactionnaires de la culture critique, comment tout cela met en péril, voire trahisse, les espoirs et les ambitions du projet des Lumières ou de la modernité. Ce qui est clair cependant, c'est le rôle assumé par l'orateur, par Habermas lui-même. Il apparaît comme le critique et comme le diagnosticien du présent, dénonçant le malaise du présent. Il existe une position à partir de laquelle ces dangers et ces risques peuvent être identifiés et articulés, et il en existe une autre position, occupée vraisemblablement par de nombreux auteurs français, parmi lesquels Foucault. Partie 3, le débat qui n'a jamais eu lieu. Cette stratégie et ce cadre constituaient, comme je le suggérais tout à l'heure, pour une grande partie du lectorat allemand qui avait auparavant découvert Foucault principalement dans les cercles plus spécialisés des études littéraires et de l'historiographie, mais qui avait désormais accès à un corpus de traduction qui grandissait rapidement. Tout cela donnait une scène sur laquelle Foucault, auteur traduit, pouvait apparaître. Il devenait visible et lisible, attrayant ou repoussant. Il devenait un adversaire ou un allié prometteur. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Le cadre habermasien s'est diffusé à travers les débats internationaux, notamment grâce au travail des collègues et lecteurs américains de Habermas. En 1985, bien entendu, lorsque le livre a été publié, il y avait 2 chapitres qui traitaient de Foucault, qui était déjà décédé. Habermas avait rédigé une nécrologie, brève mais passionnée, avait rendu hommage aux réalisations de ce collègue. Mais le décor était planté, et dans certains cercles, il reste encore planté avec une force remarquable. On parle de la modernité contre la postmodernité et l'antimodernité. La justesse de ce cadre conceptuel, ses implications stratégiques et la valeur systématique des lectures proposées par Habermas ont fait l'objet d'une littérature philosophique immense qui a produit un artefact, à savoir le débat Habermas-Foucault, qui en réalité ne s'est jamais produit. Foucault ne savait pas ce que disait Habermas à ses étudiants en Allemagne sur lui, et Foucault n'a jamais assisté aux leçons données par Habermas. Mais tout ceci a été constitué et c'est devenu un fantasme pour les années à venir, générant des camps et des lignes de conflit
façonnant de multiples façons les termes du débat philosophique pendant des décennies, non seulement en Allemagne, mais aussi à des degrés divers dans de nombreux pays à travers le monde. Pourtant, au sein de ces débats, les noms Habermas et Foucault, considérés comme engagés dans un débat l'un avec l'autre, ont progressivement acquis une nouvelle signification. Et il fait renvoyer moins aux véritables auteurs qu'aux côtés opposés de ce conflit présumé, peut-être fantasmé. Leurs noms sont devenus des symboles de position, de manière de se positionner, être pour ou contre la modernité, pour ou contre les Lumières. On peut parler de cela, on peut débattre de qui avait raison, mais je n'ai pas envie d'entamer ce débat aujourd'hui. Pour moi, cette question a vécu et il convient de traiter la question d'un point de vue historique. Donc permettez-moi de faire la proposition suivante. Ce débat est un discours au sens foucaldien premier. Et nous avons le personnage que nous appelons Habermas et le personnage que nous appelons Foucault, qui semblent remplir des fonctions spécifiques. À ce niveau, il devient intéressant de demander, mais quelle était la chose, l'objet épistémique que Habermas, ou que le personnage que nous appelons Habermas, cherchait à défendre, et que selon lui Foucault, ou que le personnage que nous appelons Foucault, était en train d'attaquer, de subvertir ou de délégitimer. Et que signifie le fait de tenter de régler cette question philosophiquement? Nous pourrions également nous demander, mais quelle est la question à laquelle ce débat apporte une réponse, aussi paradoxale que cette réponse puisse être? Permettez-moi de tenter quelques suggestions. L'objet introduit par Habermas et pas par Foucault est en gros la modernité. Un mot qui, comme vous le savez, que Foucault n'a pratiquement jamais utilisé. Mais c'est ça l'objet du débat. La modernité, la modernisation, on peut même dire, les progrès de la science, le projet de l'autonomie, tel que cela a été appelé. Et cet élément positif est abordé avec des séries de contre-propositions, avec l'assertion selon laquelle, en réalité, tout ceci n'est qu'un projet de contrôle, un projet d'hétéronomie. Ce contre-positionnement n'est pas entièrement sans fondement. Rappelons l'argument de Foucault dans Surveiller et punir, selon lequel le discours humanitaire exigeant l'humanisation de la punition fait en fait partie de l'émergence d'un système de discipline et de soumission beaucoup plus efficace. C'est ce que l'on appelle la recherche du vrai soi et l'exigence de la libération d'une sexualité supposée naturelle du pouvoir, qui sont elles-mêmes des stratégies par lesquelles le pouvoir lie les individus à des identités afin de les soumettre de manière beaucoup plus efficace. Le déroulement discursif de la position et de la contre-proposition est séduisant mais manipulateur. Si vous dites cela, semble suggérer Habermas, alors vous, Foucault, vous niez le fait que la libération, l'émancipation et le progrès existent véritablement. Et si le pouvoir, plus que la raison, est le moteur principal de l'évolution sociale qui culmine dans les institutions modernes, alors la raison elle-même n'apparaît comme rien de plus qu'une couche idéologique superficielle qui dissimule les relations de pouvoir sous-jacentes. Pourtant, Habermas dit plus tard, dans son livre, que Foucault ne parvient pas à fonder sa critique généalogique des institutions modernes sur un fondement ou sur une orientation normative explicite. Et plus fondamentalement, il l'accuse d'être incapable de rendre compte du statut épistémique de cette critique elle-même. Il en résulte, selon Habermas, une forme critique aporétique, paradoxale et en fin de compte impuissante qui sape sa propre autorité et sa prétention de vérité. Tout cela, je dois dire, en regardant cela avec un peu de recul, ça semble être un jeu gagné d'avance par les Habermasiens, parce que le succès ne peut être atteint que par une vision de la critique qui s'articule et qui articule les normes
qui émerge de la modernité elle-même. Et ce débat est en fait un débat insoluble qui consiste en fait à une contre-proposition ou une opposition qui produit Habermas d'un côté et Foucault de l'autre côté. Et cela nous engendre une impasse, un cul-de-sac, ou plutôt deux impasses, un dilemme, deux chemins qui ne mènent nulle part, qui ne se rencontrent pas. Cela laisse deux auteurs qui affirment leur vérité contre la vérité incompatible de l'autre, comme si l'espace intellectuel de 1983 ou du Collège de France lui-même ne pouvait contenir qu'un seul, comme si cette contemporanéité ne pouvait être partagée, comme si ce moment ne pouvait être vécu ensemble. Quatrième partie, la vérité dans la constellation. Je pense qu'il est légitime de se demander qui a gagné, qui avait raison. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que Habermas et Foucault ici soient les noms propres ou des auteurs, mais plutôt des éléments qui font partie d'un discours. Je considère cette constellation, leur relation Habermas contre Foucault, comme un symptôme d'un réel problème, d'une énigme, aussi aporétique et antigoniste que ce discours semble paraître. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par là. Une perspective foucaldienne sur ce discours poserait la question suivante. Qu'est-ce qui le rend possible? Quelles sont ses conditions d'existence? Cela veut dire, quels sont les problèmes? Quelle est la problématique qui émerge dans leur constellation ou dans la formation discursive qui lie ces deux noms l'un avec l'autre, même dans un système antagoniste, dans une paire antagoniste. En d'autres termes, la vérité de ce discours ne réside pas dans l'une ou l'autre de ces positions prises séparément, mais dans une constellation aporétique ou paradoxale des deux positions, ou même des deux noms. En d'autres termes, la vérité, si elle existe, du débat, dans ce débat Foucault-Habermas, inauguré par une série de conférences données ici même, s'inscrit dans la confrontation, la provocation de deux affirmations inconciliables, c'est-à-dire A, la modernité en tant que telle, et alors qu'elle prétend à l'autorité, doit être défendue. Ça, c'est Habermas. B, les termes même à travers lesquels la modernité se comprend doivent être historicisés, problématisés, déconstruits. Ou, pour le dire autrement, la modernité ou la modernisation en tant que processus, c'est la réalisation au moins partiellement réussie de la raison ou la réalisation continue de l'autoréflexion face à la domination, Habermas. Ou bien, donc contre, versus la modernité ou la modernisation en tant que processus, qui est l'extension continue des moyens et de la portée de la domination sociale sous des formes en évolution. Ou, plus simplement, le contraste est le suivant. La modernité en réalisant la promesse des Lumières est un projet d'autonomie versus la modernité qui fait qu'apparemment réaliser la promesse des Lumières est un projet de contrôle ou de biopouvoir ou de subjectivation. Qu'est-ce que ça signifie maintenant de considérer ces affirmations qui sont opposées avec des noms qui sont liés, comme faisant partie d'un discours et faisant partie d'une constellation qui contiennent la vérité? Eh bien, cela veut dire que la vérité du débat, c'est possible, réside peut-être dans le fait de considérer ces affirmations comme irréconciliables, et comme des événements discursifs simultanés à part entière. Ou bien, plus simplement, la vérité de ce débat réside dans l'idée émergente que les deux parties ont raison, que les deux affirmations sont, du point de vue paradoxal, vraies, même si elles sont contradictoires. Voilà, il y a donc ici trois vérités. Premièrement, oui, la modernité, comme le dit Habermas, la modernité est un projet d'autonomie. Mais oui aussi, comme le dit Foucault, la modernité est un projet de contrôle. Et troisièmement, oui, il s'agit là d'une contradiction. Le premier oui est une affirmation vraie, car la modernité est
en effet l'ère de la démocratie, des droits de l'homme, de l'utilisation libératrice et autonomisante de la rationalité scientifique et aussi la libération de la créativité et productivité humaine. La deuxième affirmation est vraie car la modernité est aussi la mainmise massive sur la vie individuelle par des impératifs fonctionnels systématiques comme le capital, l'infiltration omniprésente de toutes les sphères de la vie humaine par les formes de pouvoir et d'administration, ainsi que l'individualisation et l'isolement de l'existence personnelle qui privent toute personne d'existence. Et personnellement, je vais plutôt dans le sens de la personne réelle Habermas, car il voit ce challenge, cette difficulté que si Foucault a raison, ou si le sens qu'il attribue à Foucault est réel, c'est un gros challenge, c'est-à-dire la destruction de la compréhension de soi et de la réalisation que le soi existe. La troisième vérité, cependant, implique que les premières et la deuxième vérité, même si elles sont contradictoires, doivent être considérées simultanément. En même temps, c'est une vérité sur la modernité en tant que projet d'autonomie et de contrôle qu'elle est contradictoire en soi. C'est une figure paradoxale ou aporétique. Oui, voilà ce que j'affirme. Il y a trois vérités. Et la troisième de ces vérités ne rapproche même pas la nature contradictoire des deux premières affirmations. Rien n'a été résolu pour l'instant, ni par ce débat, ni par toute autre philosophie des années 80. Au contraire, je pense que cela reste la tâche, le Aufgabe et le projet non fini d'une philosophie autocritique qui hérite des Lumières sans se laisser duper par les Lumières. Et c'est ce que j'affirme. À la fois, les deux théoriciens essayaient de le faire au même moment. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et il s'agit d'être l'héritier des Lumières à deux niveaux, de deux façons différentes. Maintenant, je vais essayer peut-être de vous proposer une idée qui peut aller à l'encontre de ma personnalité, de mon contexte. Dans le contexte et dans la tradition de la théorie critique dans l'école de Francfort, la nature aporétique et paradoxale de la modernité a un nom réel. Et c'est la dialectique des Lumières. Non pas le livre lui-même, mais le thème lui-même. C'est-à-dire les Lumières, nous ont amenés à une dialectique et ont produit leur propre proposition. Et ceci est écrasé par l'inversion ou la perversion de ce raisonnement sur les Lumières. Donc ce que je vous propose ici, c'est la chose suivante. J'affirme que cette constellation, la confrontation entre Foucault et Habermas, qui n'est pas un débat mais une construction discursive, c'est un exemple, c'est un symbole, une incarnation de la structure dialectique des Lumières ou de la raison. Cela veut dire, cela nous amène à l'inextricable entre l'autonomie et le contrôle, de l'émancipation et de la soumission, et de la liberté, de la domination. Et cette constellation, ce non-débat entre Foucault et Habermas peut nous aider à voir cette structure, peut nous aider à reconnaître celle-ci et à y réfléchir par nous-mêmes. Dernière partie, partie 5. Pensez le présent. Jusqu'à présent, j'ai parlé d'un moment particulier concernant la réception de l'œuvre de Foucault, qui est lié en fait au contexte allemand. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, alors que nous commémorons ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cela veut dire de rester fidèle à cet héritage foucaldien? Comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que le vrai Foucault, quel qu'il soit présent dans le débat Foucault-Habermas. Mais je crois cependant que cette constellation Foucault-Habermas aborde un problème réel et une tâche philosophique réelle, c'est-à-dire penser à la nature paradoxale de la modernité et, a fortiori, des Lumières et de la raison. Cette tâche
ne sera pas résolu, n'a pas été résolu. Et Foucault n'y a pas trouvé une solution non plus. Il y a plusieurs versions qui existent, plusieurs constellations, et chaque personne présente doit trouver sa réponse à la question. Mais en fait, voilà ce que cela veut dire, que la vérité peut être principalement historique et spécifique. Alors, maintenant, nous, les contemporains, où voyons-nous cette structure aporétique et tragique de l'ère moderne? Je vais vous donner 3 exemples qui vont réapparaître au cours de la journée. Les 3 étaient déjà dans l'horizon foucaldien, mais aucune de ces idées n'avait ce sens d'urgence qu'elles ont aujourd'hui. Premièrement, il y a 3 points, simplement, j'aurai terminé. Premièrement, ce que nous voyons, c'est simultanément la coexistence de moyens de possibilités technologiques les plus avancés et aussi des systèmes incontrôlables de destruction de la Terre. Dans les années 70, on aurait pu savoir que la modernisation technologique et industrielle avait entraîné d'énormes progrès matériels, civilisationnels et, en même temps, avait créé les conditions d'une autodestruction catastrophique. La crise écologique, que nous connaissons tous, foucaldien ou pas, que nous refusons de voir, c'est sûrement notre expérience la plus radicale de la dialectique de la modernité. La modernité qui se retourne contre elle-même et vers elle-même. Deuxièmement, notre génération est venue à accepter, est venue à reconnaître que le revers inhérent ou l'ombre inhérente du progrès et de la richesse du monde occidental, c'est la disparition de son autre non occidental, c'est-à-dire l'humanité bâtie sur le sang et le labeur de ceux qui ne considéraient pas comme pleinement humains, ceux qu'il a déshumanisés, exploités et rabaissés. La vie après le colonialisme, c'est étonnant, est absente des travaux de Foucault, comme vous le savez tous, les autres orateurs en parleront. Et en fait, ce qui n'a pas pris fin, c'est la version de la blessure de la modernité occidentale elle-même. Et troisième point, notre génération, une fois de plus, a fait l'expérience de l'avènement, le retour fantomatique du totalitarisme, du fascisme, non pas en marge d'eux, mais au cœur même des sociétés occidentales. Ce n'est pas une aberration ni une déviation par rapport à la voie supposée de la démocratisation, c'est une des possibilités au sein de cet espace, aussi perverse cette aversion soit-elle, une aversion du démocratique au sein de la démocratie. Donc, ceci a produit une aversion qui se retourne contre le sujet moderne de la politique et contre les gens eux-mêmes. Donc cette crise écologique, notamment, nous amène à l'avènement de néofascisme, et ce sont nos versions, à nous, nos expériences de cette structure aporétique, notamment. Voilà le débat que je vous propose. En ce sens, en 83 à 84, le non-débat qui existait nous préparait en fait, à penser à notre propre présence. Parce qu'aucune de ces évolutions n'a eu lieu après la mort de Foucault en 83-84, après qu'il nous ait légué cette boîte à outils. Sur aucune de ces questions, il nous a donné ses perspectives définitives et encore moins de solutions. Mais si ma lecture de la constellation Foucault-Habermas est convaincante, ou même si elle est un tant soit peu plausible, alors lui, ou plutôt la figure, le personnage qu'on appelle Foucault, dans ce cas-là, occupait un espace théorique dans lequel ces paradoxes et ces apories devenaient au moins pensables, quelque chose à accepter en tant que problème qu'il faut approfondir. Puisque l'on pense à la blessure moderne de la modernité, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais si c'est vrai qu'il a essayé de poursuivre ce chemin, dans ce cas-là, il y a de l'espoir après lui pour le suivre, non pas au pied de la lettre, mais dans l'esprit. Cela peut nous aider, nous, ses contemporains, pour comprendre ce prédicament qui est le prédicament du moderne, de la modernité, qui est la condition du présent, qui est lui-même, ce présent, notre condition. Merci.